Francis Kern, je suis professeur d'économie, émérite d'économie de l'Université de Strasbourg. Là, j'y ai fait ma carrière. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, je suis aussi président d'une association qui s'appelle Colécosol, Collectif pour une économie solidaire, qui travaille beaucoup sur le commerce équitable et les questions de consommation responsable. Ce Colécosol, c'était un Colécosol Alsace, et avec les nouveaux découpages territoriaux, on est devenu Colécosol Grand Est pour pouvoir mieux, négocier avec les instances régionales. Nos amis lorrains n'étaient pas organisés en collectif, ça leur a permis d'intégrer notre collectif et d'avoir aujourd'hui des interactions qui sont tout à fait intéressantes sur leur expérience par rapport à la nôtre. Voilà. Et ben, l'Alsace, elle a son histoire, et moi je dirais que sur l'Alsace, dans un premier temps, je partirais peut-être d'une boutade de dire que l'Alsace a été d'abord son ouverture européenne, sa position au cœur de l'Europe, qui m'a beaucoup interpellé. Et ces dernières années, le fait peut-être, quand j'étais gamin, en me baladant autour de l'Orangerie ou au club de tennis, je voyais arriver les voitures qui arrivaient au Conseil de l'Europe, et que du Conseil de l'Europe, le Parlement européen, et le fait que j'ai découvert plus tard, quand je faisais le cours sur l'intégration européenne à mes étudiants aussi, que la première rencontre européenne s'est faite au Palais universitaire, dans l'aula du Palais universitaire en 1949, parce qu'il n'y avait pas de salle assez vaste à Strasbourg pour accueillir ce nouveau congrès, avant qu'il y ait donc ce bâtiment provisoire face à l'Orangerie, et bien sûr aujourd'hui ce que l'on connaît du Palais de l'Europe d'une part et du Parlement européen de l'autre. Alors pourquoi ? Parce que c'est aussi, j'ai toujours battu pour ça, une sensibilité autour de ça, c'est que Strasbourg était le siège des institutions démocratiques de l'Europe, et que Bruxelles était le siège de l'exécutif et des lobbies. Et je pense que ça reste aussi, et maintenant on communique dessus, ça reste un élément important, d'abord de ne pas concentrer toutes les institutions au même endroit, et que de par son histoire, Strasbourg avait une légitimité à rester capitale européenne, de par son histoire, depuis l'époque rhénane jusqu'à aujourd'hui, en tant que république urbaine, en tant qu'une Alsace qui a été dans cet espace rhénan, et même si elle a été source de tensions et de rivalité entre la France et l'Allemagne, elle a aussi eu sa part, et j'ai été très sensible quand j'étais plus jeune aussi, au fait que les Alsaciens, malgré leur culture alémanique, malgré leur dialecte, eh bien, se sont sentis français au lendemain de la Révolution française. Et ça, d'ailleurs, je crois que c'est Friedrich Engels qui le rappelle dans un de ses travaux, en disant quand même la particularité alsacienne, c'est qu'elle n'est pas, justement, ça montre ce que c'est qu'une nation, elle n'est pas francophone, et pourtant, les Alsaciens se sont toujours sentis, enfin depuis la Révolution, citoyens de la République française et citoyennes de la République française. Je pense que la tradition de république urbaine et la décapole a pu se retrouver ensuite dans cette volonté de pouvoir adhérer à la Révolution française, quoi. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qui est plus compliqué alors à analyser, c'est la position de Strasbourg et des villes par rapport au reste de la région, au reste de la plaine d'Alsace. Donc, le rapport de la ville avec le monde rural. Moi, je suis un peu, j'allais dire, on pourra en parler à d'autres moments, un compagnon de route des écolos, mais ça depuis que j'ai découvert, enfin depuis que j'ai voté Rebet-Doumont en 1974 et depuis que j'ai connu les travaux d'André Gors et autres. Donc je veux dire, je suis, sans être forcément sur les étiquettes, mais de l'écologie politique, et j'ai toujours été effectivement... J'ai trouvé ça assez lamentable, la position et de Cohn-Bendit, et aussi celle d'Alain Lipiès quand il était député européen. Pour simplifier les choses, on met tout à Bruxelles, et ça va vraiment à l'encontre de tous nos idéaux sur décentralisation, de séparation des pouvoirs et autres. Voilà, donc j'étais contre, je trouvais ça tout à fait malvenu. Moi, ce qui m'a le plus heurté, elle a une longue tradition industrielle, puisqu'on sait quand même que l'un des berceaux de la révolution industrielle, ça a été Mulhouse, et les vallées vosgiennes, et ça aussi, on le reprend souvent. Il y a même des rapports sur la manière dont étaient traités les travailleurs, les prolétaires, dans le textile et dans la construction mécanique, surtout dans les vallées textiles et dans la construction mécanique. Donc il y a une longue histoire industrielle qui est très intéressante, surtout à Mulhouse, une longue tradition qui est davantage culturelle, mais aussi quand même industrielle sur Strasbourg. Et bien sûr, après, c'est le rapport que ces villes entretiennent avec leur hinterland, avec
avec le monde rural, quoi, d'avoir une agriculture extrêmement prospère et très riche, vraiment, avec ses terres leuciques. Et ça m'a posé très vite. Après 68, avec un ami et collègue Jean-Marc Zuber, on a beaucoup travaillé sur cette question. On a fait notre mémoire de DEA à l'époque sur justement la question du redéploiement urbain et industriel des villes sur la plaine d'Alsace. Et on est aujourd'hui encore dans cette catastrophe écologique, environnementale, puisque du coup, mais c'est pas le cas, vous direz, ça j'ai découvert tout récemment de Jean Vogel, l'ancien maire de Salles, parce qu'on a fait plusieurs conférences ces derniers temps ensemble à deux voix, qu'en fin de compte, c'est vrai que dans beaucoup de parties du monde, c'est un vrai problème. Les villes sont construites dans des endroits qui sont des endroits où se trouvent aussi les terres les plus fertiles. Évidemment, c'est pas dans les zones montagneuses, c'est pas dans les zones arides, et donc il y a ces conflits d'intérêts entre l'usage des sols et qui est effectivement très fort. Et je pense que l'Alsace là-dessus, malheureusement, d'abord c'est un territoire qui est quand même très exigu, 8000 km² et petit, qu'il y a une plaine d'Alsace extrêmement fertile, et que, de ce fait, le redéploiement urbain, surtout après la Seconde Guerre mondiale, quand il commence à devenir extrêmement consommateur de terres et d'étalement urbain et industriel, a pris des proportions dramatiques, quoi. Des années 50, 60, et ça ne s'arrête pas. Le GCO étant sans doute le dernier exemple de cela, mais nous, on avait déjà à l'époque, si vous voulez, cette contradiction entre le redéploiement urbain industriel d'un côté et la diminution des terres agricoles de l'autre, parce que c'est quand même ce qui est en jeu, eh bien, on l'avait déjà rencontré dans les premières luttes qu'on avait appelées écologico-foncières, quand on a essayé de défendre, d'empêcher l'installation dans des grandes zones rhénanes, entre autres à Markolsheim, où devait s'installer, je crois que c'était la Chemiechewerke, l'industrie chimique, qui était donc la stratégie Flimelin-Urich à l'époque. Hein. Urich, qui était directeur de la Chambre de commerce et d'industrie, ils avaient cette idée, pour industrialiser Alsace, on va mettre à disposition, entre autres de l'industrie allemande, des grands territoires, des grands espaces le long du Rhin. Et donc là-dessus, on avait déjà, dans un petit journal d'après 68 aussi, qui s'appelait Husum Volk, et j'adore Husum Volk, qui avait trouvé René Saguer à l'époque, parce que ça veut dire à la fois à propos du peuple et à la fois issu du peuple, Husum Volk. Et c'est très alsacien. Donc du coup, dans ce journal, dans un premier temps, c'était l'hebdomadaire du peuple alsacien, puis c'est devenu l'hebdomadaire libre des Alsaciens, et puis plus tard, quand on est devenu mensuel, on l'a appelé mensuel de l'Alsace en liberté. Je crois bien qu'il y a toujours ce suivi, qui était un peu l'homologue de Klapperstein à Mulhouse. Et dans Husum Volk, donc, c'était un des premiers combats, ça a été de lutter contre l'installation de ces vastes zones industrielles le long du Rhin. Et donc, on avait déjà appelé ça des luttes écologico-foncières. On était début des années 70. Et l'autre moment fort, ça a été la construction de l'autoroute. Aujourd'hui, ça paraît à tout le monde évident, aux jeunes générations, l'autoroute A35. Donc, l'autoroute Strasbourg-Paris. Et il y a eu des batailles d'abord sur la construction, et deuxièmement, à l'époque, des agriculteurs, entre autres autour de Bernolsheim, ont fait de la résistance parce que c'était les terres leuciques des collines de Brumath, sur lesquelles est passée cette autoroute. Il était question d'un second tracé, je me souviens, qui aurait dû suivre la vallée de la Zorn en contrebas, et le grand argument était de dire non, parce qu'il y a trop de risques de brouillard, et donc c'est trop dangereux pour la sécurité routière, donc il vaut mieux passer en hauteur. Donc voilà, c'est ce qui s'est fait. Alors ça, c'est une chose. Déjà, l'emprise d'une autoroute, c'est une première chose. Mais évidemment, ce qui avait dû se passer avec l'étalement urbain, il suffit que chacun d'entre vous, aujourd'hui, 2020 ou 2021, fasse un tour, mais je suis plus que catastrophé. C'est-à-dire la zone industrielle et commerciale et logistique de Brumath qui s'étend, Bernolsheim a été noyé. Village, encore il y a 40 ans, village agricole avec des terres extrêmement fertiles. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une zone commerciale dans l'extension de Brumath, quoi. Etc., etc. Donc pour dire que la question que vous posiez, que ce qui est dommageable pour l'Alsace, c'est qu'une bonne partie de ces terres fertiles, de ces terres leuciques, ont été artificialisées, terme qui est devenu très, très mode malheureusement, macadamisées, bétonisées, et on a l'impression que si vous voulez, une sorte de logique, elle se ralentit peut-être, mais pour l'instant on n'arrive pas à l'arrêter. Pour une autre raison, c'est que les communes
Évidemment, les zones commerciales, c'est des sources de revenus pour les communes. Donc chaque maire veut avoir sa zone artisanale et commerciale. Donc c'est autant de terrain de plus. Bien sûr, des lotissements fondés sur la maison individuelle, même problème. Et il y a quelques années, maintenant ça fait 2-3 ans, je n'avais pas été depuis longtemps en voiture, puisqu'on prend l'autoroute, sur la route, l'ancienne RN4 vers Saverne. Et quand je suis arrivé à Marlenheim, oui, je crois que c'est parce qu'on était visiter une structure d'insertion là-bas, où il y avait une fête le soir, c'était très bien, heureusement, mais je ne me repérais plus, quoi. En bon alsacien, je savais plus où aller et où j'étais au milieu de toutes ces bretelles et zones de taux, c'est-à-dire le village de Marlenheim et tout, c'était devenu aussi un magnifique centre commercial et industriel. Donc, je trouve que ça, c'est effectivement regrettable. Oui, en plus, le phénomène des ronds-points, indépendamment des... Oui, les ronds-points qui eux-mêmes prennent de la place. Non, mais je crois que c'est un problème de logique de développement. Il y a deux choses. Un, si on avait une planification territoriale plus poussée, on pourrait dire on met ça dans des zones incultes ou dans des zones qui sont peu fertiles déjà en termes de localisation. Mais ça demanderait une concertation à l'échelle du département, de la région, et que chaque commune ne puisse pas faire ce qu'elle veut, bien que je suis pour une réelle autonomie communale, mais il y a des moments où c'est pas possible, justement. Là, c'est peut-être un bon exemple. C'est-à-dire... Et la deuxième chose, c'est que par facilité, on préfère installer un hangar de plein pied, évidemment, facile d'accès pour les camions, qui fait que de toute façon, les constructions en hauteur sont pas possibles et qu'on a besoin, entre guillemets, de grands terrains. D'ailleurs, la première pour mettre le parking des salariés qui vont venir y travailler. Donc vous voyez, on est dans une logique. Faire un parking pour les salariés, on va faire des grands entrepôts. Et aujourd'hui, évidemment, les plateformes logistiques d'une part, et ce qu'a réussi à mettre en place Amazon ces dernières années, c'est démentiel, quoi. Heureusement, visiblement, le projet de Dambach, là aussi, dans une zone absolument magnifique pour l'instant, a été abandonné. Donc il y a quand même aujourd'hui, heureusement, des résistances et une sensibilité qui fait qu'on peut s'opposer à un certain nombre de ces projets. Évidemment, l'argument et le chantage, c'est ça va créer tant d'emplois. Mais créer tant d'emplois pour détruire combien d'hectares? Et en plus de ça, on peut très bien envisager qu'elles soient localisées ailleurs. Qu'est-ce que ce serait si les 30-40 000 frontaliers devaient travailler en Alsace en termes de dégâts environnementaux avec tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure? Il y a déjà en plus une partie de la population active qui va travailler soit en Allemagne, soit en Suisse. Au-delà, après que ce soit, ça me paraît évident en termes d'échange, que c'est une assez bonne chose que les gens puissent travailler. Ce qui est quand même dur pour l'Alsace, c'est de se dire qu'on est quand même en situation dominant-dominé. C'est-à-dire que ce sont les Alsaciennes ou les résidents d'Alsace qui vont travailler en Allemagne ou en Suisse. L'inverse, c'est difficile. Et c'est vrai dans tous les domaines, hein. Pour ce qui est de pénétrer le marché alsacien dans certains domaines, les firmes allemandes sont présentes, mais essayer simplement de vouloir aller exporter en Allemagne, c'est totalement quadrillé et hyper organisé, qui fait que c'est difficile. Ça va être difficile pour une entreprise alsacienne de pouvoir s'implanter ou être présente en Allemagne, alors que les Allemands sont très présents en France. Avec les puissantes banques régionales, oui, et qui ont une longue tradition, et celle-là est plutôt positive, je dirais, du crédit mutuel, depuis les Raiffeisen jusqu'à aujourd'hui, et que c'est quand même la première banque qui est implantée en Alsace, et que ça, je pense que c'est effectivement à la fois un atout et à la fois une spécificité. Et en plus, en ayant repris aujourd'hui l'ancien CIAL, le CIC, je veux dire l'alliance Crédit Mutuel CIC fait que c'est vraiment un pôle bancaire important. Alors, ce qui est intéressant de suivre, c'est que, pour le voir autrement, c'est comme je me suis particulièrement engagé, là, depuis, j'ai parlé du Colecosol avant, donc dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, justement, de suivre l'évolution du crédit mutuel, comme de toutes ces grandes structures qui relèvent de l'économie sociale et qui avaient tendance à le cacher pendant des années, hein, à ne pas trop mettre en avant le fait qu'elles étaient ou coopératives ou mutuelles. Et depuis maintenant une dizaine d'années, au contraire, elles ne cessent de communiquer sur les sociétaires, sur le fait qu'elles fonctionnent différemment, que ce soit la Maïf ou la Massif pour les assurances, ou la Mutuelle Générale de l'Est, donc les mutuelles dans les assurances, ou des banques comme le Crédit Mutuel, quoi. Et je pense que ça, c'est quand même aussi, tant mieux. C'est aussi une bonne... Avant, on en avait un peu honte, hein, et durant les 30 Glorieuses, et depuis maintenant 10-15 ans, on a plutôt tendance à vouloir affirmer cette spécificité. La BNP ou la Société Générale continue de financer des centrales au charbon aux États-Unis et ailleurs dans le monde. C'est pas le cas du Crédit Mutuel. Donc, il est dans une certaine logique, mais peut-être pas de la manière aussi
totale que pourraient l'être d'autres banques qui sont strictement commerciales, si vous voulez. Par contre, je pense que ce qui manque, c'est peut-être que les sociétaires, si vous voulez, au niveau, les caisses, chaque caisse est gérée de manière autonome, on connaît le système, les caisses, d'ailleurs ça s'appelait CMDP, Crédit Mutuel de dépôt et de prêt, mais que du coup, il y a une vision très localiste qui s'opère, on gère ses fonds, etc., et on regarde ses clients, et on n'est pas partie prenante d'une vision beaucoup plus large sur ce que devrait être la BECM, quoi. La Banque européenne, quoi, du Crédit Mutuel, cette fois au niveau plus macro, quoi, plus macroéconomique ou macro-social. Peut-être que là, il y aurait un travail à faire qui serait beaucoup plus d'interroger la BECM sur sa stratégie, effectivement. Y compris dans le soutien à des projets régionaux, à des fondations, qu'elles soient plus présentes, mais que ça commence à bouger pour le soutien aux structures de l'économie sociale et solidaire. Parce que par ailleurs, maintenant aussi, depuis une quinzaine d'années, au même moment qui était plus citoyen dans le Colécosol, on a lancé un master à Mulhouse. Je voulais le faire à Strasbourg, mais j'ai une collègue qui est venue me voir. On avait un observatoire d'économie sociale et solidaire au pôle européen de gestion et d'économie qu'on avait pu mettre en place dans le cadre des contrats de plan État-région. C'était encore à l'époque d'Adrian Zeller. Et c'était tout à fait intéressant. C'était l'idée d'ouvrir l'université sur le monde socio-économique. D'où l'idée d'observatoire. Alors il y en avait dans différents domaines, sur l'innovation qui s'était montée. Et nous, on en avait monté un sur l'économie, observatoire de l'économie sociale et solidaire en Alsace, avec la CRES, la Chambre régionale. Et du coup, ce qui a donné après naissance à ce master à Mulhouse, j'ai pas pu moi le monter à Strasbourg, mais c'est très bien que ce soit campus de la Fonderie à Mulhouse qu'on a pu ensuite le monter, et qui donne lieu depuis 2-3 ans à une chaire d'économie sociale et solidaire à l'Université de Haute-Alsace, donc sur le campus de la Fonderie. Et donc là, on a ce type d'interpellation, de réflexion sur ce qu'est aujourd'hui l'économie sociale et solidaire en Alsace. Et effectivement, un de ses points forts, ça a quand même été l'existence de ces banques et de ces mutuelles. Même en Alsace, dans la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRES Alsace, il y avait quand même deux grands absents, c'était et les banques d'un côté, et les crédits et les coopératives agricoles de l'autre. Alors, tout le reste du monde était réuni, les associations, les structures d'insertion, tout ce qui s'est développé, mais là, il y avait un manque. Et je dois dire que là, il y a une évolution qui s'est faite auprès de ces structures, de ces banques coopératives, puisque par exemple, la Caisse d'épargne aujourd'hui est membre de la CRES, est quelqu'un d'actif, il y a une fondation, elle finance aussi un certain nombre de recherches ou de structures dans ce cadre-là. Donc j'espère qu'à terme, la convergence va être plus forte et que les grands frères et les grandes sœurs pourront plus soutenir les dynamiques d'économie sociale et solidaire sur la région et plus largement. Enfin, région Alsace, mais peut-être plus large sur le Grand Est, quoi. Une fois de plus, on a fait une réforme territoriale à la va-vite, que c'était vraiment pour soi-disant faire des économies, que ce soit pour l'Alsace et autres, et on s'est retrouvé avec cette grande région, et qu'effectivement, l'avantage de l'Alsace, c'est qu'il y avait une certaine maîtrise de la vision qu'on pouvait avoir, de son devenir, parce que c'est une petite région, et que donc on arrivait, et à partir du moment où on va se noyer dans ce Grand Est, ça n'avait plus de sens. Et j'étais d'autant plus en colère que j'ai vu mon premier poste dans un organisme qui avait été créé, Mitterrand après 80, il s'appelait les unités régionales de formation à l'IST, information scientifique et technique, qui a permis, en fait, c'était l'ancêtre des banques de données, ce qui allait devenir les réseaux Internet et tout ça. Et on était Alsace-Franche-Comté-Lorraine. Et donc, je voyageais pas mal dans les universités de la grande région de l'époque, mais ça avait un peu plus de sens, parce que la Franche-Comté, les échanges, bon, on les connaît, Belfort, Besançon, Ligné, je trouvais que Alsace-Franche-Comté-Lorraine, c'était son titre, avait du sens. Eh ben non, c'est pas celle-là qu'on a eue, qu'on a héritée, c'est celle qui est incluse. J'ai rien contre la Champagne-Ardenne, mais on est quand même très loin de partager des positions. D'ailleurs, avant, pour le Colécosol, j'ai parlé des Alsaciens et des Lorrains, mais ça n'a pas de sens. On a refusé, nous, de rentrer quand on a fusionné la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire Alsace en faisant la Chambre Grand Est, on a dit, la Chambre de consommation d'Alsace, la CCAI, nous, on a dit non, ça vaut pas le coup. On n'ira jamais à des CA qui auront lieu à Châlons, à Reims ou ailleurs, faire 300 km pour des réunions. Ça n'a pas de sens, quoi. Même si aujourd'hui on peut les faire en visio, mais on n'a pas les préoccupations, on n'a pas une connaissance, voilà. Alors on tombe sur la question des territoires, on n'a pas une connaissance de leur territoire qui nous permettent d'avoir notre mot à dire. Donc
On trouvait ça vraiment très artificiel, quoi. Alors maintenant, j'ai suivi la naissance de la collectivité européenne d'Alsace, la CEA. Peut-être que c'est une réponse qui permet de redonner une certaine autonomie dans le cadre du Grand Est, et peut-être de ce point de vue-là, c'est bien. Maintenant, il faudrait regarder de plus près quelle est la répartition en termes d'analyse multiniveau, en termes de répartition de compétences entre les différentes instances, quoi. Mais disons, je me dis, oui, dans le fond, au moins, on revient à quelque chose d'un peu plus sensé. Mais sans avoir vu quelles étaient les prérogatives des uns et des autres, quoi. Parce que quand même, une des grandes catastrophes du capitalisme, c'est que c'est toujours un développement qui est extraterritorial, quoi. On prend des terres uniquement en fonction d'une logique. Que ce soit les plantations esclavagistes depuis le XVe siècle dans les Amériques et autres, ou que ce soit les industries extractives, quoi. On vient, et puis la seule chose qui nous intéresse, c'est de pouvoir utiliser à ce moment-là le territoire. Alors, bien sûr, c'est contre ça, c'est, je pense aujourd'hui, un des conflits les plus importants, c'est comment arriver à retrouver la maîtrise des territoires et à pouvoir contrer. Et ça se passe de plus en plus de mobilisation sur les risques et ce que représente cette vision des industries extractives qui en plus de ça, non seulement défoncent les territoires, mais souvent remettent pas les choses en l'état après, quoi. On laisse la gabegie complète, hein, le mercure quand il s'agit d'extraction de l'or ou d'autres. Et ça, c'est aujourd'hui un problème clé, y compris dans la transition écologique, parce que le lithium, hein, pour faire nos voitures hybrides, pour faire nos téléphones ou autres, eh bien, il faut aussi l'extraire, quoi, hein. Et on voit ce que c'est aujourd'hui l'extraction de lithium en République démocratique du Congo ou en Chili, Bolivie, où sont les principaux points, tu vois. Donc pour dire que la vision aujourd'hui du territoire, justement, c'est celle d'une prise en compte donc, de ce développement local. Et ce qui a été intéressant chez Pecker, c'est que du développement local, il y a maintenant une quinzaine d'années, il a développé l'idée plus qu'une idée, d'une approche de développement territorial. Pour dire qu'attends, le territoire, c'est pas juste justement le localisme, c'est de dire je fais un développement territorial de manière à pouvoir vendre aux quatre coins du monde mes atouts, tu vois, des actifs qui sont spécifiques au territoire, comme ils les appellent. Pas les actifs de l'entreprise, mais la même idée. Il y a des ressources spécifiques, des ressources génériques et des ressources spécifiques. Il y a des actifs génériques et des actifs spécifiques. Et c'est cela que tu mets en avant. Alors, la question, c'est qu'est-ce que l'Alsace, dans ce domaine, par exemple, a comme atout, hein, à mettre en avant. Alors, bien sûr, il y a son... Alors, sur le plan rural, il y a sa vigne, il y a des éléments historiques forts qui peuvent être mis en atout, et on le sait, c'est ce qui se fait, et qui se connus et qui se vendent aux quatre coins du monde. Après, donc je pense que le développement territorial, il peut avoir cette possibilité de mettre en valeur les ressources du territoire, qu'elles soient des ressources agricoles et rurales, des ressources en termes de savoir-faire, de tradition culturelle, enfin d'ouverture, de multilinguisme et de multiculturalisme. Voilà, c'est des tas d'éléments. C'est sûr que l'Alsace, à ce niveau-là, a plus d'atouts qu'une autre région, là, dans la Drôme, où Pecker avait fait ses études. Bon, c'est les olives, entre autres, et l'industrie de la chaussure dans la vallée de la Drôme, mais je veux dire, il n'y a pas cette épaisseur d'échanges culturels et de carrefours culturels que peut représenter la. Ça fait aussi partie des ressources. Elles peuvent être matérielles ou immatérielles. Les actifs peuvent être matériels ou immatériels, quoi. Et je trouve que ça, le territoire, c'est cette importance, développement local, développement territorial. Et l'ESS, dit toujours, elle est, pour revenir à la question qu'on se posait, l'ESS, elle a un ancrage territorial par définition. Elle est avec des petites structures qui travaillent localement, elle fait du lien social dans les quartiers, je parle pas quand même, dans les communes rurales quand il peut, de l'insertion par l'économie. Même les caisses dont on parlait avant, les CMDP, c'est aussi des caisses qui sont locales. Les sociétaires sont des gens du village ou de la commune en question, qui souvent se connaissent. Donc il y a toute cette idée de lien social qui s'opère au niveau du territoire. Et ça, je crois que c'est effectivement une vision, si tu veux, intéressante du territoire, du développement territorial et aussi des réseaux qui se construisent sur les territoires, quoi. Tu prends, par exemple, justement, des points Colécosol, nous on est par le fait qu'on ait commerce équitable, dans un endroit qui s'appelle l'espace Nord-Sud à Strasbourg, tu vois. Espace Nord-Sud de solidarité internationale. Et un des points forts de ce qui était à l'époque l'IRCOD, l'Institut régional de coopération et développement, qu'aujourd'hui est le GSCOD, Grand Est, coopération et développement, mais dont le siège est à Strasbourg,
eh bien, c'est de faire de la coopération décentralisée. Donc, entre des communes d'Alsace et des communes des 4 coins du monde, bon, plus souvent africaines ou latino, mais américaines, mais voilà, c'est qu'il y a des liens qui s'opèrent. Alors, il y a l'histoire de la tradition, ou même d'une démocratie municipale qui existe en Alsace. Alors ça, c'est un des aspects qui est aussi présent dans les travaux qui sont là-bas. Alors, c'est plus sur des projets souvent socio-économiques ou de développement, mais il y a aussi un travail qui se fait sur la gestion municipale, sur la transparence, parce que c'est quand même un élément clé. Qu'est-ce qu'un conseil municipal? Comment on fait son budget? Et donc cette coopération décentralisée, c'est tout à fait ça. Ou quand les Alsaciens doivent bien acheter du thé ou du café, ben, il vient d'ailleurs. Mais ça n'interdit pas aussi que ce café équitable, il peut être torréfié chez Satie, je cite, parce que eux le font, et ils font une ligne de produits qui est effectivement bio et équitable aussi. Donc il y a aussi une création d'activités ici, parce que la torréfaction, on aurait du mal à la faire dans le pays d'origine, parce que problème après de transport ou autre, je pense que là, ça joue. Par contre, pour le chocolat, c'est sûr qu'on peut transformer le cacao sur place et le faire venir après, le faire venir dans un second temps. Mais vous prenez une autre réalisation intéressante, c'est les jardins de Gaïa, qui sont à Wittisheim, là, en Alsace centrale, à côté de Markolsheim. Et c'est une entreprise qui fait que du bio et de l'équitable, des thés qui viennent des 4 coins du monde. Leurs partenaires, ce sont des coopératives et des groupements de producteurs qui sont, mais vraiment beaucoup évidemment en Asie, c'est du thé, mais partout dans le monde. Et pour les 25 ans des Jardins de Gaïa, Arlette Romer qui l'a fondée, qui au départ était travailleuse sociale, qui fondait cette entreprise, c'était vraiment émouvant. Vous aviez des gens qui venaient de Chine, du Kenya en Afrique, de Bolivie ou d'autres parties du monde, et qui venaient lui rendre hommage en disant « Si vous n'aviez pas été là, on n'existerait plus. » C'est-à-dire, vous avez été nos débouchés, on a pu vous vendre nos produits, vous nous avez aidé à nous structurer, bref, qui est l'esprit du commerce équitable. Je trouvais que c'était une belle réalisation, pour montrer qu'il n'y a pas l'Alsace et le reste du monde. Il y a les Jardins de Gaïa à Wittisheim, qui est d'ailleurs devenue commune de territoire de commerce équitable, et des gens des 4 coins du monde qui étaient ravis d'être là. Le travail qui s'est fait à Ungersheim, avec la municipalité, qui a fait un marché de commerce équitable, qui est une ville en transition, qui a fait un boulot incroyable depuis 20 ans, quoi. Toute une trajectoire. Mais après, je pense qu'à un moment donné aussi, la population a peut-être du mal à suivre aussi toutes ces innovations, etc. Mais plein de choses se sont faites, et c'était, moi, je suis allé plusieurs fois marché du commerce équitable, qui avait une fois par an, au moment de la quinzaine, au mois de mai, à la salle des fêtes, il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde, ça bouge et tout. Et alors, il est allé au-delà, puisqu'il y a aussi la dimension sur l'énergie et sur sur la transition énergétique et autres qu'ils ont mis en place. Ouais, ça c'était à Ungersheim, mais aussi il y a aussi un autre, moi je trouve, ce qui est intéressant, tiens, vous pourriez l'interroger, peut-être c'est déjà fait, c'est Jean Vogel, l'ancien maire de Salles, qui a fait son appel à de Salles et sur la ruralité, sur ses 20 ans d'expérience comme maire d'une commune rurale, sur le relèvement de l'agriculture de montagne. Et donc ça, je trouve que c'est aussi une démarche intéressante. Et beaucoup sur un point, quand il faisait son exposé, qui m'avait frappé, qui était le fait d'associer là les citoyens aux décisions. C'est-à-dire, il y avait régulièrement des réunions sur les problèmes, des réunions de citoyens. Alors, ça peut être 10-15 personnes pour discuter de problèmes. Donc, on avait une démocratie qui était participative, mais au sens fort du terme, inclusive, en fait. Et je trouvais ça, j'avais jamais trop pensé que c'était aussi un des éléments clés. On veut qu'il y ait une agriculture respectueuse de son environnement, de développer une démocratie municipale, d'avoir une vision qui soit aussi en lien avec cette vision éthique du commerce et dans ce qu'il préconisait, quoi. Il faudrait revenir, oui, à une agriculture de ce que moi je faisais étudier dans les années 50, là, quand on avait fait cette étude sur le redéploiement industriel urbain, c'était aussi de se dire que l'agriculture à l'époque, la force de l'Alsace depuis la révolution agricole, c'était d'avoir une agriculture de polyculture-élevage. Quoi. Avec des céréales, que ce soit du blé et de l'orge, avec des cultures spéciales qui donnaient un revenu aux paysans, le tabac, le houblon, et avec aussi la possibilité d'utiliser du trèfle et des prairies artificielles pour nourrir le bétail, puisque nous, on n'est pas comme dans l'Ouest, des territoires suffisamment vastes pour y laisser, pour laisser forcément
les bêtes dans des endroits, enfin, en liberté dans des pâturages. Hein. Donc on fait de la stabulation, mais ça avait quand même du sens, parce que, voilà, on pouvait jouer. Il y avait une cohérence, il y en avait un véritable écosystème. Et c'est ce qu'on avait étudié avec Jean-Marc, c'est incroyable comment à partir des années 60, tu vois, il a explosé, quoi. On l'a fait exploser. Donc les éleveurs d'un côté et les céréaliers de l'autre, les producteurs de tabac encore quand il y en a un troisième, et au bout du compte, après chez les éleveurs, on fait ou du bovin ou du porcin, ou de la volaille, et puis quand on fait de l'élevage bovin, on est naisseur ou engraisseur. Non mais c'est quand même fou, quoi. Naisseur ou Donc, hyper spécialisation, et du coup, ça vulnérabilise les agriculteurs, et donc, au moindre problème de fluctuation des prix, eh ben, ils sont ruinés, quoi. Et il faut leur faire des politiques d'aide pour les rendre encore plus dépendants. L'avenir de l'Alsace aujourd'hui, si on pouvait... je me dis qu'elle pourrait être plus une terre d'expérimentation, enfin, ça, c'est peut-être plus un vœu, enfin... d'expérimentation sociale, d'une part avec ce que je disais avant, l'appel de salles de Jean Vogel ou d'autres initiatives qui ont lieu dans le domaine de l'ESS, que vu sa tradition, historique aussi, du mutualisme et tout, elle pourrait redevenir une région pilote dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, aussi bien dans le domaine agricole que dans les deux autres domaines, artisanal, mais aussi industriel, ou dans les boîtes de services comme on le voit aujourd'hui, dans la culture.